Vous n'avez pas votre place ici. Les mots transpercent le hall de marbre de la First National Bank comme un rasoir dans la soie. Diana Washington se tient au guichet numéro 3, ses mains burinées serrant un chèque de 15 000 $. Derrière la vitre blindée, Jessica Cole, 23 ans, mèche blonde et maquillage impeccable, la fixe avec un mépris non dissimulé. Diana s'éclaircit la gorge, sa voix emplie d'une autorité calme et ferme. Pardon? Jessica ne prend pas la peine de lever les yeux de son écran. J'ai dit ce que j'ai dit. On a des règles ici. Diana lisse le modeste cardigan bleu marine qu'elle a acheté au printemps dernier au rayon des soldes de Macy's et glisse le chèque sur le comptoir en marbre. Madame, ceci est un dépôt légal de Megawatt Capital Holdings à Washington Family Enterprises. Je suis banquier ici depuis 12 ans. Finalement, Jessica lève les yeux et les plisse en examinant Diana de la tête aux pieds. 12 ans? J'en doute fort. Elle ramasse le chèque du bout de ses doigts manucurés, comme si elle craignait qu'il ne la contamine. C'est une somme considérable pour quelqu'un comme toi. Son monologue intérieur s'emballe, sac à main de marque contrefait, arnaque au faux chèque où elle a déjà vu ce genre de situation. Pendant ce temps, au-dessus d'eux, l'immense écran LCD de la banque affiche en boucle les messages de l'entreprise, les taux hypothécaires, les arguments de vente et les témoignages élogieux des clients. Diana le remarque à peine. Elle s'efforce de préserver sa dignité, même si son cœur bat la chamade comme un oiseau en cage. Le visage de Jessica se crispe. Madame, je vais avoir besoin que vous m'expliquiez votre lien avec Megawatt Capital Holdings. Sa voix résonne dans le hall, garantissant que la moitié des clients entendent chaque mot. Parce que ça a l'air suspect. Très suspect. Diana sent des dizaines de regards la percer dans le dos comme des rayons laser. Elle prend une profonde inspiration. C'est la société d'investissement de mon fils. Il nous envoie des fonds mensuels pour soutenir notre entreprise familiale. Un petit rire cruel résonne sur les murs de marbre. D'accord, dit Jessica en se tournant vers sa voisine caissière et en parlant juste assez fort pour que tout le monde l'entende. Vous y croyez? Elle veut que je traite un chèque de 15 000 $ d'une société d'investissement haut de gamme où elle prétend qu'il appartient à la société de son fils. Elle l'a probablement imprimé sur son ordinateur personnel ce matin. Sa collègue s'agite, mal à l'aise, mais garde le silence, les jeux politiques sont délicats au bureau, et Jessica a de l'ancienneté. La poitrine de Diana brûle d'humiliation comme du vin renversé sur du tissu blanc, mais elle refuse de le montrer. À 60 ans, élevée dans la Géorgie rurale par des parents ayant survécu aux lois de Jim Crow, elle a appris que la véritable dignité ne se porte pas, elle vit dans les os. Elle ravale sa fierté et se prépare au combat. Jessica a le vertige, elle ne peut pas se permettre une autre erreur, pas avec sa fille qui dépend d'elle et des factures médicales qui s'accumulent sans assurance. Madame, j'ai besoin de voir votre pièce d'identité, votre extrait de casier judiciaire et vos relevés bancaires, annonce-t-elle d'un ton accusateur. Avec une précision délibérée, Diana glisse son permis de conduire, sa carte grise et ses derniers relevés sur le comptoir. Jessica inspecte chaque document avec la minutie d'un détective sur une scène de crime, mais son expression est déjà figée. Madame Washington, dit-elle lentement, prononçant chaque syllabe comme si elle avait un goût amer, cette adresse ne correspond pas à nos archives. La voix de Diana reste calme, mais une terreur glaciale la glace. Nous avons déménagé le bureau le mois dernier. J'ai déposé un formulaire de changement d'adresse il y a 3 semaines. Les yeux de Jessica brillent de triomphe. Il n'y a aucune trace de cela ici. Franchement, toute cette situation semble hautement irrégulière, une femme comme vous, prétendant posséder une entreprise et déposer une somme aussi importante. Elle tend la main vers le chèque, mais Diana le retire. J'aimerais parler à votre manager, dit Diana d'une voix ferme. Les lèvres de Jessica se dessinent en un sourire moqueur tandis qu'elle désigne l'arrière-boutique vitrée. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai toute autorité pour gérer les transactions suspectes. Mark, tu peux venir une minute. Quelques instants plus tard, Mark Stevens apparaît au costume élancé et mal ajusté, cheveux clairsemés au prix entre la prudence de l'entreprise et la menace d'un scandale. À son approche, Diana reprend courage, prête à affronter un nouvel obstacle dans sa lutte pour préserver l'héritage de sa famille et sa dignité durement acquise. Nous devrions en discuter en privé dans mon bureau, suggère Mark, regrettant déjà de s'être impliqué dans ce désordre. Non, la voix de Diana s'élève avec une autorité inattendue, surprenant tous ceux qui l'entendent. Si c'est comme ça que vous traitez vos clients professionnels légitimes, alors faites-le publiquement.
Que chacun voit précisément de quel genre de banque il s'agit. Qu'ils soient tous témoins de votre exigence en matière de service client. La dignité d'une mère devient le champ de bataille où les préjugés institutionnels révèlent leur véritable visage. L'atmosphère dans le hall change, lourde et électrique comme avant un orage. D'autres clients s'interrompent au milieu de la conversation, pressentant le drame qui se prépare. Des téléphones portables émergent des sacs et des poches, tandis que chacun comprend qu'un événement important et qui pourrait bien se retrouver sur les réseaux sociaux est en train de se produire. Les mains de Jessica serrent le chèque de Diana avec une détermination prédatrice. Le temps se fragmente en instants cristallins tandis qu'elle fixe Diana du regard. J'en ai assez vu. C'est clairement du faux, ricane-t-elle. Ces mots résonnent comme un coup de feu résonnant dans la cathédrale de marbre de la banque. Avec une détermination cinglante, Jessica déchire l'addition en deux, puis la coupe en quatre. Les fragments voltigent vers le comptoir polis tels des confettis d'humiliation et d'irrespect. Le hall sombre dans un silence stupéfait tandis que chaque morceau dérive vers le marbre froid. Diana regarde chaque fragment tomber le papier portant la signature soignée de son fils et le logo de l'entreprise qu'il a créée de toutes pièces, désormais éparpillées comme des promesses non tenues. Le bruit sec et grinçant des déchirures, aussi brutal que des os brisés, tranche avec le murmure habituel des transactions banales et le remplace par un silence stupéfait. Puis, d'une voix qui résonne dans le vide de marbre, Jessica déclare, c'est évidemment frauduleux. Je ne vais pas retomber dans le panneau. Pas dans ma banque. Les mains de Diana tremblent tandis qu'elle attrape les pièces. Autour d'elle, le monde entier semble retenir son souffle. Les conversations s'arrêtent au milieu d'une phrase. Les stylos s'arrêtent au milieu d'une signature. Même le gardien près de la porte se retourne pour regarder, son visage buriné, ridé par l'inconfort et l'incrédulité. Le silence s'étend, épais et étouffant, rompu seulement par le léger bruissement du papier tandis que Diana ramasse soigneusement chaque fragment. Ses gestes sont posés, dignes, chaque morceau est manipulé avec le respect habituellement réservé aux photos de famille ou aux lettres d'amour écrites par des mains qui n'écriront plus jamais. Le visage de Diana reste impassible, un exemple magistral de grâce sous pression, mais ses yeux la trahissent, ils évoquent les quarts de nuit à l'usine textile pour payer les frais de scolarité de son fils en école de commerce, les nuits passées à la table de la cuisine avec des manuels de comptabilité éparpillés autour d'elle comme des feuilles mortes, tous les sacrifices, tous les rêves repoussés, tous les espoirs investis pour lui offrir des opportunités qu'elle n'a jamais eues. D'autres clients observent, stupéfaits, en silence. Un vétéran âgé s'avance, les poings serrés. Une jeune mère latino-américaine avec deux jeunes enfants chuchote à son mari, le visage crispé par la reconnaissance et la douleur partagée. Il faut que vous compreniez, poursuit Jessica, sa voix devenant plus forte à chaque mot, nourrie par l'attention et l'adrénaline du pouvoir absolu. Nous avons des procédures ici, des normes. Nous ne sommes pas dans une banque de quartier où vous débarquez avec des chèques faits maison et attendez de nous que nous les encaissions comme si nous étions une association caritative. Diana se lève lentement, serrant les fragments déchirés comme des morceaux de son cœur. L'espace d'un instant, son sang-froid se fissure, révélant le feu qui brûle en elle. Mère du plus jeune PDG noir d'une banque américaine, elle sort, les mains tremblantes, dans l'air frais d'octobre. Sortant son téléphone, elle se dirige vers l'angle le plus éloigné du parking, loin de l'imposante façade vitrée de la banque et de son logo en bronze étincelant tel un monument au pouvoir institutionnel. Marcus, dit-elle au téléphone, c'est maman. Sa voix est posée, maîtrisée, mais Marcus, à 480 km de là, dans son bureau d'angle au 42e étage d'un gratte-ciel de Manhattan, perçoit l'épuisement qui transparaît dans ses paroles. Ils ont encore détruit ton chèque de soutien, explique Diana sans prononcer le mot, humiliée, le laissant planer entre elles comme la fumée d'un incendie lointain. Ils l'ont déchiré devant tout le monde, ils m'ont traité d'imposteuse, de criminelle. Prends-toi en main, ma puce, dit Marcus en fermant les yeux et sentant son monde basculer. À 32 ans, il est le plus jeune PDG noir du secteur bancaire, fraîchement racheté par une chaîne régionale qui, par hasard, inclut la First National Bank. Il avait prévu une surprise pour sa mère le mois prochain, un dîner dans ce restaurant chic du centre-ville qu'elle admirait depuis toujours, mais qu'elle n'osait jamais fréquenter. Maman, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Tu m'écoutes? Je t'écoute, bébé. Retournez à l'intérieur. Demandez à parler à nouveau au directeur de l'agence. Ne partez pas tant qu'ils n'auront pas réglé le problème. Marcus, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, proteste-t-elle. Ces gens ont déjà une opinion bien arrêtée sur moi. Fais-moi confiance, maman. Encore une fois.
Il marque une pause, repensant à toutes les nuits où elle s'est endormie à la table de la cuisine, lui enseignant des principes de gestion qu'elle n'avait jamais appris formellement. Tu te souviens de ce que tu m'as appris sur le silence? Le sourire de Donna illumine le visage de Diana pour la première fois de la journée. Parfois, rester silencieux préserve la sécurité, mais ne vous aide jamais à aller bien. Exactement. Retourne à l'intérieur. Et cette fois, ne reste pas silencieux. L'appel se termine, mais Diana reste un instant sur le parking, regardant les nuages s'amonceler au-dessus d'elle comme un orage imminent. Elle pense à toutes les autres mères, à toutes les familles privées de fils puissants à appeler, contraintes d'accepter ce traitement et de sourire parce qu'elles ont plus besoin de la banque que la banque n'a besoin d'elles. Plus aujourd'hui. Plus maintenant. Se préparant, Diana franchit les lourdes portes vitrées de la banque. Le visage de Jessica se durcit aussitôt, laissant transparaître l'irritation et l'incrédulité. « Madame, je pensais ? » ?»« C'est terminé, je pensais m'être bien fait comprendre. J'aimerais reparler à Monsieur Stevens. Il semble y avoir une certaine confusion concernant le statut de mon compte. » « Il n'y a pas de confusion, » rétorque Jessica d'une voix si tranchante qu'elle couperait du verre. « Tu as essayé de déposer un faux chèque. Je t'ai attrapé. » Fin de l'histoire. Pourtant, Marc apparaît quelques secondes plus tard, espérant visiblement contenir la situation avant qu'elle ne se propage et n'atteigne la direction régionale. Des traces de sueur fleurissent sous ses bras malgré la climatisation agressive du bâtiment. « Madame Washington, je pense que nous avons bien géré la situation. Vous seriez peut-être plus à l'aise avec l'un de nos concurrents, plusieurs banques locales dans la région pourraient mieux répondre à vos besoins. » Diana le regarde fixement. « Tu parles de ceux qui respectent vraiment leurs clients, quelle que soit leur couleur de peau. » Ces mots flottent dans l'air comme une accusation que personne ne veut porter. Le visage de Marc rougit, puis blanchit, puis rougit à nouveau. « Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, » balbutie-t-il, même si sa protestation sonne creux, même à ses propres oreilles. Jessica appelle l'agent de sécurité, un ancien policier costaud qui travaille dans la sécurité bancaire depuis 15 ans et qui a vu ce drame plus de fois qu'il ne veut l'imaginer. Cette cliente devient perturbatrice, agressive. Escortez-la avant qu'elle ne cause plus de problèmes. Le garde s'approche à contre-cœur, ses pas lourds résonnant sur le sol de marbre comme une marche funèbre. C'est un homme bien, élevé dans le respect de tous, mais il a un travail à accomplir et une famille à nourrir. Il s'éclaircit la gorge. « Madame, je vais vous demander de quitter les lieux pour avoir tenté de déposer un chèque en bonne et due forme, pour avoir demandé à être traité avec le plus grand respect humain dans un établissement où je suis client depuis 12 ans. » D'autres clients commencent à murmurer entre eux, leur conversation devenant plus forte et plus directe. Une jeune mère latino-américaine avec 2 jeunes enfants chuchote à son mari en espagnol, leur regard oscillant entre Diana et le personnel de la banque. Un vétéran noir âgé s'avance. « Excusez-moi, dit-il à Marc, avec l'autorité de quelqu'un qui a affronté des ennemis, tant à l'étranger qu'au pays. J'ai suivi toute cette affaire. Cette dame n'avait rien fait de mal. Rien du tout. Monsieur, cela ne vous concerne pas, répond Marc sèchement, mais son assurance vacille sous le regard fixe du vétéran. Traiter les gens avec dignité et respect nous concerne tous. C'est pour cela que je me suis battu outre-mer. C'est pour cela que mes camarades sont morts, et je serais damné si je restais là à vous regarder manquer de respect à cette femme sans raison valable. La voix de Jessica s'élève presque jusqu'à devenir un cri, brisé par le stress, la peur et l'adrénaline de quelqu'un qui se sent acculé. Elle a essayé de déposer un faux chèque de 15 000 $. Je protège cette banque de la fraude, des criminels qui pensent pouvoir débarquer et nous voler. Le hall d'entrée bourdonne de conversations contradictoires, la plupart critiques à l'égard du comportement de Jessica. Des téléphones portables émergent des sacs à main et des poches comme des armes dégainées, des vidéos commencent à enregistrer. La situation devient virale, que la banque le veuille ou non. Une communauté de témoins se rassemble alors que les préjugés institutionnels révèlent leur caractère toxique. Mark Stevens sent la situation lui échapper, comme une voiture dérapant sur du verglas vers un accident inévitable. « Tout le monde, veuillez retourner à vos occupations », annonce-t-il d'une voix tendue. Il s'agit d'une affaire privée entre la banque et ce client. Il n'y a rien à signaler. Veuillez nous laisser le temps de résoudre cette affaire de manière professionnelle. La vie privée est bien la dernière chose à laquelle Diana pense. Elle repense aux leçons de son fils à la table de la cuisine, sur le choix entre sécurité et droiture ou le courage moral qui définit chaque instant.
C'est exactement ce contre quoi mon fils m'a mis en garde, dit-elle, sa voix résonnant dans tous les recoins de la salle de marbre. La façon dont les banques traitent systématiquement les personnes qui ne correspondent pas à vos hypothèses démographiques. La façon dont vous présumez le pire des gens qui me ressemblent. Madame, l'opinion de votre fils ne change rien aux faits, répond Marc. Mais le sang-froid de Diana le déstabilise. Elle n'est ni désespérée ni sur la défensive. Elle se tient comme quelqu'un qui a subi un tort et qui sait exactement quoi faire. Jessica, enhardie par le soutien de Marc et terrifiée à l'idée de paraître faible, décide de passer à l'action. Dave, appelle la police. Je veux qu'elle soit inculpée de tentative de fraude bancaire et d'intrusion illégale. Préviens-les qu'elle a perturbé et menacé notre personnel. Le silence retombe dans le hall, à l'exception du bourdonnement des néons et de la circulation au loin. Le visage de Diana reste calme, mais son esprit explore toutes les possibilités. Être arrêté détruirait sa réputation de petite entreprise, humilierait sa famille et donnerait à ces gens exactement ce qu'ils semblent vouloir. Avant de faire ça, dit doucement Diana, sa voix tranchant la tension comme une lame dans la soie, vous devriez peut-être vérifier votre annuaire d'entreprise. Marc fronce les sourcils, la confusion remplaçant la colère. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vérifiez à qui appartient cette banque. Vérifiez qui signe vos chèques de paie. Vérifiez qui a le pouvoir de licencier chaque employé de cet immeuble. Jessica rit, forcée et hystérique, comme quelqu'un qui réalise qu'il a commis une terrible erreur mais ne sait pas comment faire marche arrière. D'accord. Et je suppose que vous êtes un millionnaire secret, un inspecteur de banque infiltré? Quelque chose dans le ton de Diana, son assurance absolue, met Marc profondément mal à l'aise. Il a entendu des rumeurs sur une récente acquisition ou des rumeurs de restructuration confidentielle. Son téléphone vibre, signalant un appel du siège régional. Puis il vibre à nouveau. Puis la ligne principale de la banque se met à sonner avec insistance. Au-dessus du hall, l'immense écran LCD scintille, passant de ses habituelles publicités sur les taux hypothécaires à des messages d'entreprise qui changeront tout en 30 secondes. Chaque pixel se transforme tel un puzzle se réorganisant en une image qui redéfinira la perception du pouvoir et de ses conséquences pour chacun. Hearst National Bank est fier d'annoncer sa nouvelle structure de direction suite à sa récente acquisition par Megawatt Capital Holdings. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour accueillir notre nouveau PDG, Marcus Washington, qui nous ouvre une nouvelle ère d'excellence bancaire axée sur la communauté. Un portrait professionnel remplit l'écran de 40 pouces, jeune, confiant, portant un costume bleu marine qui coûte plus cher que ce que Jessica gagne en 2 mois. La ressemblance avec Diana est indéniable, le même regard intelligent, la même mâchoire puissante, la même détermination tranquille qui lui a permis de traverser cette épreuve avec dignité. Le visage de Jessica se vide de ses couleurs, comme si quelqu'un avait ouvert une valve et laissé s'écouler tout son sang. Ses mains se mettent à trembler de façon incontrôlable, et elle s'agrippe au bord du comptoir pour ne pas s'effondrer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, balbutie Jessica, sa voix à peine audible dans le silence soudain. Megawatt Capital Holdings, dit doucement Diana, ces mots résonnant dans le hall de marbre comme une prière ou une prophétie. La même société que celle sur le chèque que vous venez de détruire. La même société qui possède maintenant cette banque. La même société dirigée par mon fils. À cet instant, le téléphone de Marc explose d'appels du siège régional, chaque bip électronique perçant l'air comme une alarme. Le téléphone de Jessica suit, bourdonnant avec insistance. Puis la ligne de la banque principale se met à sonner, créant une symphonie de panique électronique. L'espace en marbre est empli du bruit des carrières qui se terminent et des conséquences qui en découlent. Oh mon Dieu, murmure Jessica, les yeux rivés sur son écran comme si elle assistait à sa propre exécution. Le hall s'emplit de murmures, de doigts pointés et du bruit caractéristique de la justice qui arrive avec un retard élégant, mais une précision dévastatrice. Un vétéran âgé, assis dans un coin, arbore un large sourire et se met à applaudir, chaque claquement délibéré résonnant sur les murs comme des coups de feu célébrant la victoire. D'autres clients se joignent à lui jusqu'à ce que les applaudissements résonnent comme un tonnerre sous le haut plafond. Diana lève son téléphone et compose le numéro de Marcus d'une main ferme. Lorsqu'il répond à la première sonnerie, elle lève le téléphone pour qu'il entende le brouhaha, les applaudissements, les sanglots discrets de Jessica, le chaos des multiples sonneries. Marcus, mon chéri, je crois que ton annonce surprise vient d'être diffusée, dit Diana. À 500 km de là, le rire de son fils résonne dans le hall, empreint d'amour, de justice et de la douce satisfaction d'un projet parfaitement exécuté. Marc,
regardez-vous les écrans du hall d'entrée en ce moment, grésille la directrice régionale Patricia Coleman dans son casque. Dites-moi que vous ne venez pas d'humilier publiquement la mère du nouveau PDG devant un hall rempli de témoins qui publient déjà des vidéos sur tous les réseaux sociaux connus. Mark jette un coup d'œil à Diana, entourée de clients bienveillants et souriantes pour la première fois depuis son arrivée. Les téléphones portables filment chaque angle, la vidéo devient virale, et dans le secteur bancaire, viralité n'est jamais une bonne chose. Il y a peut-être eu un malentendu. Commence-t-il? Un malentendu? La voix de Diana est d'un calme glacial. Le chèque avait l'air suspect? Il provenait de Megawatt Capital Holdings, la même société qui nous a rachetés, qui signe vos fiches de paie, qui possède cet immeuble, votre bureau et, apparemment, vos perspectives d'emploi. Et vous avez laissé votre caissier le déchiqueter et m'humilier devant un hall rempli de témoins postant des vidéos avec des hashtags que je refuse même de prononcer. 20 minutes plus tard, Marcus Washington franchit les portes de la First National Bank tel un général conquérant. Son costume est impeccablement repassé, sa cravate immaculée, mais ses yeux brûlent de la fureur contenue d'un fils défendant l'honneur de sa mère. Les conversations s'interrompent au milieu d'une phrase, car on reconnaît son visage sur les écrans. Diana se tient près des guichets, tandis que les employés de la banque se remémorent soudain tous les protocoles de service client qu'ils ont appris, s'efforçant de se racheter. Jessica reste assise derrière le comptoir, la tête entre les mains, sa carrière se dissolvant comme du sucre sous la pluie. L'agent de sécurité, trop gêné pour soutenir le regard de qui que ce soit, se retire discrètement à son poste. Marcus traverse le sol en marbre et serre sa mère dans ses bras. « Tu vas bien, maman ?» demande-t-il. « Je vais bien, ma puce » répond Diana. « Mais il faut qu'on parle de ta politique. » Il se tourne vers le hall silencieux, sa voix imprégnée de l'autorité des conseils d'administration et des décisions à plusieurs milliards de dollars. « Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser pour la perturbation de votre expérience bancaire aujourd'hui. Je m'appelle Marcus Washington et, depuis ce matin, je suis PDG de First National Bank et de sa société mère, Megawatt Capital Holdings. » Il marque une pause et jette un coup d'œil à sa mère. « Maman, tu te souviens de ce que tu m'as dit quand j'avais 12 ans et que Jimmy Morrison m'a traité de nègre à l'école ?» Les yeux de Diana brillent de fierté et de souvenir. « Je t'ai dit que rester silencieux pouvait te protéger, mais jamais te maintenir dans le droit chemin. Tu m'as appris que la dignité n'est pas quelque chose que les gens te donnent, c'est quelque chose que tu te donnes à toi-même. Et quand on a du pouvoir, on l'utilise pour protéger ceux qui n'en ont pas. » Marcus se tourne vers Jessica, qui tremble maintenant derrière le comptoir. « Madame Cole, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez détruit le chèque de ma société et appelé la sécurité pour dénoncer ma mère ?» Jessica croise le regard de la femme qu'elle croyait autrefois inférieure à elle, désormais reconnue comme l'autorité suprême. Le hall retient son souffle, attendant sa réponse. Mais avant que Jessica puisse parler, Marcus se penche en avant. « En fait, laisse-moi te poser une autre question d'abord, » dit-il d'une voix basse mais insistante. « Tu as des enfants ?» Jessica hoche la tête, stupéfaite. « Une fille, » murmure-t-elle enfin. Marcus la fixe du regard. « Et si quelqu'un te traitait comme tu as traité ma mère aujourd'hui en te déchirant ton salaire, en te traitant d'imposteur, en t'humiliant devant des inconnus, qu'est-ce que tu ressentirais ?» Sa question flotte dans l'air, une exigence silencieuse d'empathie. Sans un mot, Marcus tape sur son clavier et consulte les images de sécurité. En quelques minutes, l'incident se déroule avec une précision implacable sur l'écran du bureau de Mark. Dina observe avec un détachement clinique, mais la mâchoire de Marcus se crispe à chaque seconde qui passe, tel un ressort sous pression. Quand les mains de Jessica se mettent à trembler et qu'elle tend la main vers le chèque déchiré, Diana dit doucement « Éteins-le. Je n'ai pas besoin de revoir ça. » Marcus met la vidéo en pause et se tourne vers sa mère, le poids de sa décision pesant lourdement sur la pièce. « Maman, si tu étais moi, si tu avais le pouvoir d'arranger ça, de faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais, que ferais-tu? Leur pardonnerais-tu » Diana réfléchit, aux larmes de Jessica, à la terreur évidente de Mark, aux défaillances systémiques qui ont permis cette cruauté. Elle pense à la carrière de son fils, à sa réputation et aux précédents que cela créerait pour toutes les autres familles issues de minorités qui franchiraient ses portes. Après un long moment, elle croise le regard de Marcus. « Je t'ai élevé pour faire ce qui est juste, pas ce qui est facile, » dit-elle doucement. « Demande-leur des comptes, mais donne-leur une chance de devenir de meilleurs êtres humains. » Marcus hoche la tête, la compréhension naissant comme le soleil après une nuit d'orage.
Donc, conséquence et compassion. Justice et humanité. Mais alors, ajoute Diana en penchant la tête, quelle est l'histoire de Jessica? Pourquoi a-t-elle si peur? Marcus consulte le dossier personnel de Jessica. Mère célibataire, lit-il à voix haute. Licenciée par son dernier employeur pour avoir traité un chèque frauduleux aux $17 000 de perte. Elle subvient seule aux besoins de sa fille, sans pension alimentaire, et jongle avec plusieurs emplois. Le visage de Diana s'adoucit. Puis Marcus évoque le parcours de Marc, famille d'accueil. Premier de sa famille à obtenir un diplôme universitaire. Terrifié par l'échec car il n'a jamais eu de filet de sécurité. Diana soupire. La peur pousse les gens à faire des choses terribles, ma puce. Mais la peur les rend aussi humains. Marcus ouvre un nouveau document et commence à taper, chaque frappe étant délibérée. Jessica Cole sera licenciée de ce poste avec effet immédiat, mais se verra proposer un rôle dans les relations clients après avoir suivi une formation complète sur les préjugés. Mark Stevens sera rétrogradé mais conservé, avec une formation de sensibilité obligatoire. Les deux incidents seront documentés, accompagnés de voix claires de rédemption, et l'avenir de ma fille sera garanti, avec une bourse d'études complète et une couverture médicale, car les enfants ne devraient pas payer pour les erreurs de leurs parents. En l'espace d'une heure, la douleur des conséquences s'est transformée en opportunité de croissance. Jessica range son bureau, d'un pas hésitant mais déterminé, puis s'approche de Diana. Des larmes lui coulent sur le visage tandis qu'elle murmure « Madame Washington. J'avais tellement peur de perdre mon emploi à nouveau que je suis devenue celle qui me terrifiait le plus, quelqu'un qui détruit les opportunités des autres. Je suis tellement désolée. » Diana l'observe, non pas comme une ennemie, mais comme une mère qui lutte pour survivre à un système conçu pour les monter les unes contre les autres. La peur nous pousse à faire des choses horribles, dit-elle gentiment, mais elle ne les excuse pas. Tu as maintenant une chance d'apprendre et d'aider tous ceux qui franchissent ces portes. Ne la gâche pas. Marc, recevant son nouveau rôle et les exigences de sa formation, hoche la tête avec une grâce surprenante. J'ai aussi appris quelque chose aujourd'hui, confie-t-il à Marcus, sur les préjugés, sur le prix à payer pour suivre les règles au lieu de faire ce qui est juste, sur la façon dont mes propres peurs peuvent me transformer en quelqu'un que je ne veux pas être. La nouvelle de l'incident et de sa résolution humanitaire se répand comme une traînée de poudre. Les images de sécurité intégrale, diffusées avec la bénédiction de Diana, deviennent un véritable exemple de leadership sous pression. Marcus exploite cette attention en annonçant des réformes à l'échelle de l'entreprise qui bouleversent le secteur bancaire, formation obligatoire sur la prévention des préjugés, nouvelles procédures de plainte, dispositifs de soutien économique pour les employés en difficulté et création d'un comité d'examen des politiques composé de représentants des employés et des clients. Il ne s'agit pas seulement d'une mauvaise interaction, a-t-il déclaré aux journalistes, debout aux côtés de Diana, digne et indulgent. Il s'agit d'un changement systémique dans la manière dont les institutions financières servent toutes les communautés, sans distinction d'origine ethnique, de revenu ou de statut social. Et il s'agit de reconnaître que les employés sont aussi des êtres humains, avec des peurs qui peuvent conduire à de mauvaises décisions. Nous abordons les deux aspects de l'équation. 6 mois plus tard, incident de la First National Bank, est devenu une lecture obligatoire dans les écoles de commerce. Harvard publie une étude de cas, intitulée « Crisis Leadership and Social Responsibility, The Washington Method », qui met en lumière les programmes complets de Marcus en matière de lutte contre la discrimination et de soutien aux employés. Les institutions financières d'un océan à l'autre adoptent discrètement des politiques similaires, espérant ainsi éviter leur propre catastrophe virale. Anna, désormais cliente régulière, se rend à l'agence non pas pour effectuer des opérations bancaires, mais pour assister à la transformation, la nouvelle caissière principale, une jeune femme noire brillante qui accueille tout le monde avec chaleur, Jessica, qui s'épanouit dans la défense des clients, et une culture remodelée par la responsabilité, la compassion et la conviction que la rédemption est possible pour nous tous. Ce que les gens ne comprennent pas, explique Diana à un groupe de chefs d'entreprise réunis lors d'une conférence sur la responsabilité d'entreprise, c'est qu'il n'a jamais été question de vengeance. Il n'a jamais été question de détruire la vie ou la carrière de qui que ce soit. Il s'agissait de reconnaissance, la reconnaissance que chaque personne qui franchit ces portes mérite le respect, quelle que soit son apparence, sa tenue vestimentaire ou le montant de son compte en banque. Elle marque une pause, observant le public de cadres et d'entrepreneurs, certains hochant la tête, d'autres s'agitant mal à l'aise sur leur siège. Mon fils a appris quelque chose d'important ce jour-là sur le poids du pouvoir et la responsabilité qui l'accompagne. Mais j'ai aussi appris quelque chose. J'ai appris que parfois, se taire n'est plus une option.
Parfois, parler est le seul moyen de protéger la prochaine personne qui pourrait franchir ces portes. Et parfois, ceux qui nous ont fait du mal souffrent aussi, et la guérison doit se faire des deux côtés. Marcus présente ensuite des partenariats avec des organismes communautaires qui vont bien au-delà des simples actions de relations publiques, des programmes de mentorat pour les jeunes entrepreneurs issus de milieux sous-représentés, des initiatives de prêts axées sur l'autonomisation économique plutôt que sur les seules marges bénéficiaires, et des investissements dans des entreprises appartenant à des minorités, que les banques traditionnelles ont historiquement ignorées. Mais ce n'est pas tout, des programmes d'aide aux employés, un soutien en santé mentale et des conseils financiers pour les collaborateurs confrontés à des difficultés financières. Ces changements se propagent à l'extérieur comme des cercles concentriques dans un étang. D'autres secteurs commencent à examiner leurs propres pratiques. Les chaînes de distribution actualisent leur formation au service client. Les groupes de restauration mettent en œuvre des programmes de sensibilisation aux préjugés. Le débat s'étend au-delà du secteur bancaire et touche tous les secteurs où le service client est en lien avec la justice sociale et la dignité humaine. Un an plus tard, Diana et Marcus sont assis ensemble dans le hall de la First National Bank où l'incident s'est produit. Ils ne sont pas en train de faire des affaires, mais commémorent l'anniversaire d'un jour qui a changé leur vie et, de manière modeste mais mesurable, changé le monde qui les entoure. Avez-vous déjà regretté cela ? Demande Marcus, observant les interactions fluides entre le personnel diversifié et les clients, notant l'absence de tension qui planait autrefois dans cet espace comme de la fumée. Diana observe une jeune mère latino-américaine déposer son chèque de paie sans incident, ses enfants jouant tranquillement à proximité. Elle aperçoit un homme noir âgé bénéficiant d'une aide courtoise pour sa demande de prêt professionnel, l'employé lui explique patiemment les options et répond à ses questions. Elle remarque Jessica, patiente, bienveillante et totalement transformée par rapport à la personne qui avait déchiré un chèque il y a un an, aidant une femme âgée désemparée à comprendre sa déclaration. Le regret, c'est ce qu'on ressent quand on n'a pas fait ce qu'il fallait, dit doucement Diana. J'ai fait ce qu'il fallait. Tu as fait ce qu'il fallait. Et regarde ce qui en est résulté. Marcus hoche la tête, puis pose la question qui le taraude depuis des mois, pensez-vous que c'est suffisant ? Ces changements, ces politiques, suffisent-ils à rééquilibrer la balance ? C'est un début, répond Diana en lissant sa robe. Ce même cardigan bleu marine s'étant transformé en symbole de résistance silencieuse et de triomphe final. Le vrai changement se produit une personne à la fois, une interaction à la fois, un choix à la fois. Il se dirige vers la sortie. Diana s'arrête au comptoir du service client, où un nouveau panneau indique. La First National Bank s'engage à servir tous ses clients avec dignité, respect et égalité. Si vous constatez un manquement à nos normes de service les plus élevées, veuillez contacter immédiatement notre service client, chacun a le droit d'être entendu. Le truc avec la dignité, dit-elle en lisant la pancarte avec satisfaction, c'est qu'elle est contagieuse. Quand on l'exige pour soi-même, on facilite la tâche aux autres. Et quand on l'offre aux autres, même s'ils ne vous l'ont pas offerte, on change complètement la donne. Marcus sourit, se remémorant une leçon d'enfance sur la différence entre être en sécurité et avoir raison, sur le courage nécessaire pour se lever alors qu'il serait plus facile de s'asseoir, sur le pouvoir du pardon de transformer les ennemis en alliés. La force tranquille d'une mère est devenue un héritage de changement institutionnel qui leur survivra à tous deux. Diana marque une pause, pesant chaque mot avant de parler. Sénateur, je comprends ce point de vue, et il existe certainement des cas où un licenciement immédiat est la seule réponse appropriée. Mais dans notre cas, nous avions l'occasion de nous attaquer à des problèmes systémiques au lieu de simplement sanctionner des symptômes individuels. Jessica Cole, la caissière qui m'a discriminé, est aujourd'hui l'une de nos plus ardentes défenseuses des droits des clients. Elle aide les familles marginalisées par les institutions financières, car elle comprend parfaitement ce que l'on ressent lorsqu'on est désespéré et effrayé. Cette transformation n'aurait pas eu lieu si nous avions simplement détruit sa vie en réponse à sa propre atteinte à ma dignité. Choisirez-vous le silence ou serez-vous le premier à dire la vérité ? Ces mots ne résonnent pas seulement dans les salles de comité, ils se propagent dans les salles de réunion et de pause, les centres communautaires et les salles de classe des universités à travers le pays. Ils résonnent dans le cœur de tous ceux qui ont un jour été jugés sur leur apparence plutôt que sur leur caractère, de tous ceux qui se sont sentis rabaissés par des gens qui confondent pouvoir et valeur. Lorsque Diana termine son témoignage, les applaudissements durent 3 minutes. Les membres de la commission des deux partis la remercient pour son courage et sa perspicacité. La tribune se lève pour une ovation debout qui semble faire trembler les piliers de marbre du Capitole. Mais Diana n'écoute pas les applaudissements. Elle pense à Jessica Cole,
qui a terminé sa formation et aide maintenant les familles à accéder aux services financiers dans une coopérative de crédit communautaire avant de se consacrer à son rôle de défenseuse des droits chez First National. Elle pense à Mark Stevens, qui a profité de sa rétrogradation pour devenir consultant et aider les banques du pays à examiner leurs pratiques et à créer des systèmes plus équitables. Surtout, elle pense à son fils, qui a appris que le pouvoir sans compassion n'est qu'une forme d'oppression supplémentaire et que le véritable leadership consiste à aider les autres à s'élever plutôt qu'à simplement s'élever soi-même, même lorsque ces autres vous ont fait du mal. Alors que Diana rassemble ses papiers et se prépare à quitter la table des témoins, elle offre une dernière pensée au comité et aux millions de téléspectateurs à travers le monde. La justice n'est pas un événement qui nous arrive, c'est quelque chose que nous créons, un choix à la fois, une voix à la fois, un instant de courage à la fois. Mais la justice sans pitié n'est que vengeance et la vengeance ne guérit rien. La seule question qui compte est la suivante, lorsque votre heure viendra, lorsque vous verrez l'injustice se produire sous vos yeux, que choisirez-vous de faire? Et lorsque vous aurez le pouvoir de réagir, choisirez-vous la destruction ou la transformation? L'audience est ajournée, mais le combat continue, une fois la dignité exigée, elle s'impose comme norme inaltérable. Une fois le courage démontré, il insuffle la force à d'autres de faire entendre leur voix. Une fois la justice rendue avec compassion, elle éclaire le chemin pour tous ceux qui osent la suivre. La mère qui, il y a 2 ans, avait franchi le seuil de cette banque en quête de rien d'autre que du respect élémentaire est devenue bien plus qu'elle-même, elle est aujourd'hui le symbole de ce qui est possible lorsque des personnes ordinaires refusent d'accepter l'inacceptable. Lorsque, au péril des convenances, elles choisissent de dire la vérité au pouvoir. Et lorsque le pouvoir lui-même répond avec responsabilité et grâce. Alors que Diana quitte le Capitole sous un soleil d'après-midi éclatant, elle porte en elle une question qui résonnera bien après l'extinction des caméras et l'effacement des gros titres. Si vous aviez été dans le hall de cette banque il y a 2 ans, assistant à l'humiliation d'une femme noire de 60 ans par ceux qui détenaient le pouvoir, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous gardé le silence pour préserver votre confort, ou auriez-vous trouvé la force de défendre celle qui ne pouvait se protéger? Et si c'était vous, à la place de Jessica ou désespérée, effrayée, poussée par la peur plutôt que par la haine, ou auriez-vous souhaité un monde de châtiment, ou un monde offrant véritablement une voie vers la rédemption? Le courage d'une mère s'élève alors en appel à la conscience d'une nation, projetant chacun d'entre nous vers un avenir où la dignité est intangible, mais où l'accès à la justice exige le difficile apprentissage de la compréhension, du pardon et la conviction que chacun peut changer. Dès que l'on nous offre la possibilité de faire mieux, l'histoire ne s'arrête jamais vraiment.